Donc, on va vous présenter l'alimentation médiévale comme une période où l'écart entre riches et pauvres dans son rapport à l'alimentation est tellement lisse et tellement proche, notamment grâce au rôle joué par l'Église, qu'on a une relation organique de la société, qui est une société très policée et qui a duré très stable et qui a duré environ pendant, disons, 1000 ans, de l'an 500 à l'an 1500, pour faire des dates très larges. Donc on a très peu de disparité entre pauvres et riches. Et comme on le retrouve, on a pour les riches beaucoup de viande, du pain et ce qu'on appelle après le companage, c'est-à-dire les soupes, les légumes, les fruits, etc. Tout ça a été considéré comme bonus dans le repas. On a, pour les plus grands repas, notamment les repas de mariage, on a ce qu'on va considérer comme 6 services, donc qui sont très importants de spécifier. On commence par les fruits. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on sait maintenant par l'analyse scientifique que le fruit est beaucoup plus intéressant à prendre en début de repas, notamment du fait de l'apport qu'il fait à l'estomac et qu'il ouvre l'appétit et qu'il permet également de se, comment dire, de se remplir, d'éviter la goinfrerie. Et donc, on a une vision médicale qui est assez traditionnelle, d'instinct presque, d'expérience, qui est tout à fait meilleure que les cacahuètes qu'on sert maintenant à l'apéro. Ensuite, on a le deuxième service. Ici, il y a le plat en sauce, on nomme le potage, souvent une viande mise dans la sauce. Troisième service, le rôt. Donc, c'est la viande ou le poisson, rôti. Donc, rôt, R-O-T. Quatrième, les entremets. Et là, c'est le moment où on a le chef-d'œuvre du cuisinier. Le cuisinier, pour se faire connaître, donc on a l'exemple sous Louis XIV de Vatel, mais on a eu d'autres cuisiniers réputés durant l'intégralité du Moyen-Âge, des cuisiniers du roi, ou des cuisiniers des aristocrates, qui devaient faire leur chef-d'œuvre, donc une pièce maîtresse. Juste avant, les divertissements. Donc on arrive au divertissement, où là on nettoie les tables, etc. Et on a jonglage, etc. Tout ce qu'on a dans la tradition ou dans notre inconscient collectif quand on passe au Moyen-Âge. Cracheur de feu, etc. Ensuite, on installe les desserts sur la table. Ici vient les fruits secs et les gâteaux. Donc là, on va dire que c'est le moment le moins bon pour le corps, où là, on a le plus de goinfrerie au niveau des gâteaux. Parce qu'on a des gâteaux très mielleux, pas de sucre. Bien sûr, le sucre est arrivé dans l'alimentation environ au 19e siècle. Donc beaucoup de miel dans les gâteaux. Les fruits secs, donc ça, c'est bon à la santé. Et en sixième, l'issue. En sixième position, on a l'issue, donc c'est-à-dire le bout or. Donc c'est le moment qu'on dirait maintenant le digestif. Ici, on prenait de l'hypocrase, donc qui est l'alcool préféré de Louis XIV par la suite encore. Mais c'était qui tire son nom d'Hippocrate, donc qui est, on en reparlera, le père des médecins actuellement, et qui est une boisson à partir de vin blanc, de miel et d'alcool fort qu'on laisse macérer, qui est une boisson très très bonne qu'on conseille maintenant, que certains médecins conseillent même en cas de problème de gorge. Ou de problème de gorge, suite à une grippe, un rhume, etc. C'est très très bon, ça apaise la gorge, ça se boit froid, c'est délicieux. Pendant ce bout or, on a quand même encore un petit peu à manger. On a les supplications, qui sont l'ancêtre des gaufres, les métiers, qui sont des gaufrettes roulées, qui ressemblent un petit peu aux gaufrettes mâconnaises, pour ceux qui connaissent, et les oublis. Donc ce sont des pains plats qui ressemblent un petit peu à des hosties, pour ceux qui connaissent. Et sur l'oubli, on avait la marque de l'oublieur, qui était celui qui faisait les oublis. Une sorte de boulanger spécialisé dans un domaine, comme si on avait les croissantiers actuellement. Voilà, donc ça, c'était essentiellement pour les classes riches. On a beaucoup d'épices. Donc on vous a déjà parlé du miel, enfin, disons des ornements du plat et des choses que l'on ne considérerait pas dans, que l'histoire, disons, l'histoire de l'éducation nationale ne va pas promouvoir le fait qu'il y a du safran pour dorer les plats et essentiellement d'épices comme de la cannelle, un petit peu de cannelle. On a déjà, à partir du XIIIe siècle, de la cannelle dans les plats. Ces repas-là, de la classe haute, sont des repas prodigieux, avec essentiellement de générosité.
car le reste des plats, le reste du repas est tout donné aux pauvres, notamment par la charité. On a des réseaux, donc on a un réseau qui s'installe avec un métier qui se crée, les regratiers, qui sont les revendeurs de restes, qui eux achètent en gros à la fin des repas et revendent tout. Comme ça, ils se font un petit bénéfice, ça crée du repas, ça crée, disons, un métier, et ça permet d'organiser la société, ce qu'on expliquait tout à l'heure, la relation organique de la société grâce autour de l'alimentation médiévale. Dans ce qu'on pourrait dire la symbolique, on a, disons, assez peu d'oiseaux qui sont mangés, du fait que l'animal, les animaux volants, essentiellement les oiseaux, sont considérés comme très nobles, car ils surplombent la nature. C'est pour ça d'ailleurs que Saint François d'Assise, il consacra une messe, une liturgie spéciale aux oiseaux, etc., pour vraiment expliquer que cet oiseau-là est un oiseau qui est presque à l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Donc il y a toute une symbolique de l'oiseau. Donc cette petite transition nous amène au principe d'étiquette et du traité des bonnes manières. On ne mangeait pas avec les doigts au Moyen-Âge, contrairement à ce que disent Norbert Elias ou d'autres historiens menteurs. Il y avait toute une éthique à table, d'où une étiquette, et tout un ensemble de symboliques qui reflètent vraiment une société assez magique. Par exemple, on a toute la relation avec le poison. Donc c'est pas très joyeux, mais on a par exemple la corne de licorne, qui était en fait une corne de narval, une sorte d'animal marin, qui était censé changer de couleur en cas de poison. On a même un métier qui s'appelle les mithridatiseurs, qui sont les personnes qui mithridatisent, donc, c'est-à-dire qui prennent un poison quotidien pour s'habituer et ensuite essayer d'y survivre. Sauf que l'on voit que dans la pratique, les personnes qui font ce métier-là sont certes très bien payées par les personnes les plus riches, les bourgeois ou les nobles. Or, c'est un métier à haut risque. Et on pourrait faire un parallèle avec notamment le documentaire Notre poison quotidien, qui prouve que actuellement, la nourriture industrielle que l'on fait avaler à nos enfants ou que la société produit est un petit retour à ce genre de pratique, si on veut rigoler un petit peu. Aussi, quand on parlait de l'Église en tant qu'arbitre de cette situation entre riches et pauvres, on a quand même, l'Église va imposer une pénitence dans l'alimentation. C'est-à-dire que l'on aura une division de l'année entre les jours gras et les jours maigres. Et ça dépend des périodes, parce que le Moyen-Âge est très très long, on a entre 100 et 200 jours de ce qu'on va appeler la restriction alimentaire, où là on va vouloir réduire la goinfrerie, qu'on met en lien avec le plaisir de la chair et aussi le plaisir de l'alimentation. Et on va éviter, disons, le péché de gourmandise qui mènera directement aux enfers. Du coup, pendant les jours maigres, interdiction de manger de la viande. Parfois même, du moins pendant le carême, interdiction de manger du pain. Et on a la porte ouverte au poisson qui est dans l'imaginaire chrétien l'ictus, donc c'est-à-dire le fameux Jésus Christo Theos Soter, qui est le symbole des premiers chrétiens, le poisson, qu'avaient les apôtres, etc. Donc ça, c'est très très important, cette idée-là que l'Église va vraiment régler cette division alimentaire. On a même toute une connaissance dans les monastères, qui sont les monastères autosuffisants, qui donnent véritablement un exemple à la société moderne au niveau de leur alimentation. Les monastères au Moyen-Âge interdisaient la viande, sauf en conditions de médecine, en conditions médicales, quand quelqu'un avait besoin de beaucoup de fer ou de se refaire le sang, on disait, il avait une autorisation à l'infirmerie qu'on nommait la maison des viandes de prendre de la viande dans du vin dilué. Dans les monastères, le vin ne se buvait toujours pas pur, le vin se diluait essentiellement dans l'eau, comme le faisaient les Grecs, par aussi souci non pas de pénitence chez les Grecs, mais de tenue et de rigueur.
Donc on a vraiment cet héritage qu'on pourrait appeler helléno-chrétien qui se fait dans les monastères. Ensuite, on peut parler de, contrairement à ce que l'on fait croire, qu'il y a toute une méconnaissance de l'alimentation, on voit on voit apparaître la théorie des humeurs, où là on divise le sang, la colère, la bile et à la mélancolie, qui est souvent en lien avec les 4 catégories alimentaires au Moyen Âge, qui sont le chaud, le froid, l'humide et le sec. Et ces catégories-là, on les retrouve dans des manuels d'hygiène alimentaire pour tous. Dans ces manuels d'hygiène alimentaire pour tous, j'appuie bien sur le pour tous, car certes, tout le monde ne savait pas lire, mais il y avait des lecteurs qui lisaient, même dans les campagnes. Dans ces manuels d'hygiène, il y avait ces divisions-là, et on cherchait, par exemple, en cas de quelqu'un voulait faire un régime, déjà, on cherchait quel était le meilleur moyen pour lui d'agencer une catégorie alimentaire avec la théorie des humeurs pour que son corps aille le mieux. De même pour la vieillesse et pour la grossesse. Comment gérer, est-ce qu'on a le droit à avoir du vin, etc. C'est là où on a les premières restrictions de vin pour les personnes enceintes, dans les premiers manuels d'hygiène alimentaire. Pour tous, j'appuie encore. Alors, d'un point de vue politique, l'alimentation est très importante. D'abord, en tout temps, on a toujours eu peur de la disette, de la famine, etc. Car la disette implique une remise en cause du pouvoir, notamment dans un système, disons, fédéral, comme on pouvait retrouver avec les chefs, avec les grands, disons les grands avec un grand G, qui déléguaient leur pouvoir au roi. On avait quand même une instabilité du pouvoir qui pouvait être remise en cause par les disettes, comme ce fut le cas par la guerre des farines au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Et du coup, il y a une volonté de régulation alimentaire qui se fait tant par l'Église que par le système politique. Et du coup, là, on va tenter de faire une protection alimentaire, une distribution alimentaire pour les pauvres. La protection alimentaire va passer par la corporation. Donc la corporation qui est ce groupe de personnes exerçant le même métier qui va se protéger des autres métiers et d'autres influences. Et du coup, dans la corporation, il y a une reconnaissance du savoir-faire et une protection juridique interne. Aussi, dans la protection de l'alimentation, il y a une augmentation des taxes pour garantir la qualité du produit. On quantifie le produit, on le gère, on gère son approvisionnement pour éviter notamment la spéculation à Paris, et ça dès le XIIIe siècle. Alors, à Paris, la notion d'import-export est tout à fait importante, notamment en lien avec la démographie. Il y a une volonté d'importation plus une régulation des prix qui est tout à fait moderne à l'époque. Ça, dès la grande montée en flèche de Paris d'un point de vue démographique au XVIIIe siècle. Dès le XIIIe siècle. Et du coup, à Paris, on a juste pour l'anecdote, on sait qu'à Paris, il y avait une importation de 200 tonneaux de vin par jour, de 700 tonneaux de vin par jour, et de 24 bœufs pour 200 000 personnes par semaine. Donc c'est très important ça. 24 bœufs pour 200 000 personnes par semaine. Actuellement, on sait qu'en France, on tue entre 4 et 6 millions d'animaux par jour. Donc c'est tout à fait énorme. Et ici, on mange très peu de bœuf au Moyen-Âge. Et ça, on mange très peu de bœuf jusqu'au XXe siècle. Parce que le bœuf était un animal, non pas noble, mais un animal qui était utilisé pour l'agriculture. Du coup, c'est comme le cheval. Le cheval, c'est 1950. Du coup, ici, c'est très important, on ne mange pas de bœuf. Et on sait actuellement que le bœuf est très mauvais pour la conception du corps et pour la digestion, du fait de notre intestin qui est beaucoup trop long. Donc cette présentation de l'alimentation médiévale est tout à fait enrichissante, notamment sur tous les héritages qu'on pourrait avoir, l'héritage du Moyen-Âge entre Grecs et Romains, et aussi l'héritage que nous pouvons avoir de l'alimentation médiévale, c'est-à-dire
éviter de tomber dans la luxure et l'opulence que l'on peut retrouver dans la romanité, et éviter de tomber dans la contrition totale, éviter de rien manger, de vraiment se priver en permanence, que l'on retrouve dans l'alimentation grecque. Du coup, l'alimentation médiévale est vraiment cette relation entre les deux, entre ces deux forces, qui a vraiment tracé la ligne traditionnelle de la gastronomie française, qui est actuellement, qui rayonne de par le monde. Voilà, tout simplement, et dont on peut encore s'inspirer d'un point de vue écologique.